Après avoir réalisé une pâte à choux, remplir une poche munie d'une douille unie numéro 10. Si vous couchez des choux sur papier cuisson, stabilisez la feuille en la collant avec de la pâte à choux afin d'éviter que celle-ci s'envole à la cuisson en raison de la ventilation. Pochez les choux sur plaque, ou plus précisément, coucher ou dresser. La plupart des professionnels utilisent le terme coucher. Ainsi, couchez les choux sur plaque en veillant à les espacer et à dresser en quinconce afin de permettre la bonne circulation de l'air sur la plaque durant la cuisson. Lors du couchage des choux, la poche se positionne à 1 cm de la plaque. Le chou est formé sans que la poche ne bouge. Une fois couché, le chou doit ressembler à une noix bien ronde, mais en aucun cas à une spirale. Lors de la formation du chou, il est important de pocher et de couper net la pâte en effectuant un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, afin d'éviter d'avoir une pointe disgracieuse. Détaillez et disposez un disque de craquelin surgelé sur chaque chou. A noter qu'un chou pourvu de craquelin n'est jamais doré. Il est très important de bien espacer les choux, car la présence de craquelin va faire développer les choux de manière plus importante. En effet, le craquelin va créer une coque qui va vite se rigidifier à la cuisson et empêcher une grande partie de la vapeur de s'échapper et de déformer le chou. Par relation de cause à effet, si la vapeur s'échappe moins, les choux seront plus gros. On peut donc, avec une même quantité de pâte, obtenir plus de choux ou des choux plus gros. Un chou gonfle à la cuisson et ceci est lié à sa teneur en eau. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur et fait gonfler le chou. C'est la première étape de la cuisson. Si par malheur, le four venait à être ouvert, il y aurait une chute de pression qui ferait s'effondrer les choux de manière irréversible. Le passage à la deuxième étape de la cuisson correspond à la coagulation des protéines qui vont permettre au chou de développer une coque. Lors de la cuisson, la pâte à choux va subir différentes modifications. Primo, l'eau de constitution va se vaporiser et faire gonfler la pâte. Les bulles d'air vont légèrement se dilater. Attention, car une température de cuisson trop élevée va entraîner une coagulation rapide des protéines de surface et empêcher ainsi le développement de la pâte. Secondo, les protéines de la pâte et des œufs vont coaguler. La pâte va acquérir sa forme définitive. Et tertio, la pâte s'assèche. En dessous d'un certain seuil d'humidité, la pâte va se colorer grâce à la réaction de Maillard. Afin de réaliser une crème pâtissière, nous avons besoin de lait entier, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de poudre à crème, de beurre et de la vanille liquide ou de la gousse de vanille. La gousse de vanille étant bien meilleure, mais elle alourdira considérablement le coût de la recette. Commencez par faire chauffer le lait avec de la vanille liquide ou de la gousse de vanille et la moitié du sucre semoule. On aurait très bien pu faire l'impasse sur la vanille, mais celle-ci apporte de la rondeur à la préparation. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème, qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme.
Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème pâtissière fait partie des crèmes de base en pâtisserie et cela reste une des crèmes les plus utilisées et les plus fragiles bactériologiquement. Elle est utilisée comme base pour la confection de crèmes dérivées comme la crème diplomate, la crème mousseline, la crème Chiboost et bien d'autres encore. La crème pâtissière est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de l'appoint de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Intégrez le beurre une fois la cuisson de la crème réalisée. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Anciennement, on appliquait une petite couche de beurre pour éviter le phénomène de croûtage. Cette technique portait le nom de tamponner. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme. Une fois la crème refroidie, lissez à l'aide d'un fouet. Parfumez la crème avec du rhum ambré. Bien mélanger le tout au fouet. Le rhum ambré va conférer des notes subtiles et agréables et ainsi générer une singularité à la crème pâtissière. Réalisez un petit trou sur la base du chou à l'aide d'un économe ou d'une douille. Garnir les choux de crème pâtissière. Afin de réaliser la cuisson d'un sucre ou d'un sirop de sucre, il faut prendre beaucoup de précautions, aussi bien en termes de sécurité qu'en termes techniques. Les cuissons de sucre s'échelonnent globalement entre 100 et 180 degrés, voire 190, il convient donc d'être vigilant. Pour commencer, disposez dans une russe le sirop de glucose
le sucre se moule et l'eau, et faire chauffer le tout. Durant la cuisson, le sucre va passer par de multiples stades qui portent tous un nom, comme le petit boulet, le petit cassé, le grand cassé, le caramel et bien d'autres encore. Toutes ces appellations correspondent à des températures bien précises que le professionnel sait identifier. Pour réaliser la cuisson d'un sucre, il y a donc des précautions à prendre pour la mener à bien. Cuire dans un récipient très propre et sec. Souvent, il est préconisé un poêlon en cuivre, mais l'entretien est fastidieux. Dissoudre le sucre avec 1/3 de son poids en eau. Éviter de remuer pour éviter que le sucre masse, c'est-à-dire engendrer la formation d'une masse opaque et visqueuse. Graisser le sirop, ou plus précisément, lui ajouter un produit ayant un effet anticristallisant. Attention, il ne s'agit pas là d'intégrer une matière grasse. Graissez donc le sirop avec un anticristallisant pour les cuissons élevées, avec du sirop de glucose, ou de l'acide citrique, ou de l'acide tartrique, de la crème de tarte, du vinaigre ou du citron. Ici, nous avons utilisé du sirop de glucose, qui est l'élément le plus utilisé en pâtisserie, et évitera que le sucre masse, c'est-à-dire qu'il forme une masse opaque et blanchâtre très visqueuse, avec présence de cristallisation. Pour les cuissons sur le gaz, vérifiez que les flammes ne brûlent pas les contours du récipient. Nettoyez les bords du récipient avec un pinceau humide s'il y a des projections sur les parois. Pour les températures bien précises, contrôlez la cuisson avec un thermomètre. Il y a donc une panoplie de précautions à mettre en œuvre. Une cuisson de sucre se surveille avec attention, il est donc préconisé de ne pas l'oublier. Plus la cuisson monte en température, plus on observe une couleur jaunâtre. Entre 155 et 160 degrés, le sucre prend une légère couleur jaune très claire, ce qui signifie que nous sommes proches de l'étape du caramel. Ce stade de cuisson s'appelle le sucre d'orge ou le petit jaune. À partir de là, entre 165 et 170 degrés, le caramel blond apparaît. Il est admis d'homogénéiser la préparation en remuant légèrement la russe. Puis, de caramel clair, le caramel se teinte plus fortement et devient foncé entre 180 et 190 degrés. Le caramel prend alors des arômes de fumée intéressants. Au-delà, le caramel carbonise, devient noir et impropre à la consommation. On appelle cela le caramel carbone. Une fois arrivé à température, stoppez la cuisson en trempant la russe dans un bac gastro rempli d'eau. En effet, la température est atteinte, mais l'inertie thermique, c'est-à-dire la chaleur emmagasinée par la russe, continue de cuire le sucre et peut le faire basculer sur un caramel très amer. Il convient donc de retirer la russe un peu avant la coloration escomptée pour ne pas risquer de brûler le caramel. A noter que l'utilisation de l'induction exacerbe souvent ce problème avec un emmagasinement de chaleur exceptionnel par rapport au gaz. Versez un peu de caramel dans des moules hémisphériques en silicone de 6 ou 7 cm de diamètre. Puis, sans attendre, disposez les choux à l'intérieur, ce qui permettra d'obtenir ce petit effet arrondi caractéristique. Patientez quelques minutes, le temps que le caramel cristallise avant de démouler. La coloration du caramel est à la convenance de chacun, mais plus un caramel est poussé en cuisson, au moins la sensation de sucre est perceptible. De plus, un caramel poussé en cuisson développe des arômes de fumée et toasté très intéressants.